Bien, c'est donc la dernière session de la journée. On accueille Orange Cyberdéfense avec Laurent Berger et Yann Leborgne qui vont nous parler de CyberSoc et de l'intérêt d'une plateforme de threat intelligence mutualisée. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette démonstration. Alors, je suis Laurent Berger, je suis SOC Manager chez Orange Cyberdéfense. Et aujourd'hui, pour cette animation, je suis accompagné de Yann Leborgne, directeur technique chez ThreatCaution. Alors, pour commencer, et en guise d'introduction, on le sait, les cybercriminels redoublent d'ingéniosité et multiplient leurs attaques pour pouvoir trouver, exploiter les failles critiques, pour pouvoir compromettre les ressources critiques des systèmes d'information et atteindre leurs objectifs. Donc on comprend que c'est primordial aujourd'hui de bien connaître et comprendre les menaces et les menaces émergentes qui pèsent sur son système d'information pour pouvoir adopter la bonne posture, une posture d'anticipation, de prévention. C'est pour ça que chez Orange Cyberdéfense, on a décidé de repositionner le client au cœur de cette activité stratégique qu'est la Cyber Threat Intelligence pour une plus grande efficacité, une meilleure collaboration transverse avec les équipes, certes, CISORT du client et nos équipes de cyberanalystes. Alors pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a 3 prérequis à prendre en compte. Le premier, c'est d'identifier ça s'adresse à quel public. Et là, en l'occurrence, ça s'adresse à des clients matures, à des équipes certes internes clients qui ont une forte maturité au niveau des cybermenaces ou qui sont fortement désireux de monter en compétence sur le sujet pour pouvoir gagner en autonomie. Le deuxième prérequis, ça va être la mise à disposition par Orange Cyberdéfense d'une plateforme de renseignement ThreatCaution mutualisée. Ce qui veut donc dire que ça va permettre au client de pouvoir réaliser son hunting, de pouvoir réaliser ses propres campagnes d'investigation sur des menaces précises, tout en étant en relation avec les analyses du CyberSoc, parce que comme on l'a dit, c'est une plateforme mutualisée, donc on est vraiment dans une notion de plateforme collaborative. Le troisième élément à prendre en compte, c'est qu'une plateforme de threat intelligence, à la base, c'est une coquille vide. Donc ce qui va être structurant, c'est de disposer dans cette plateforme de flux qualifiés de renseignements sur les cybermenaces. Donc quand ces 3 prérequis sont présents, ont été atteints, quels sont les avantages pour le client ? C'est plus de visibilité, de transparence sur les menaces qui pèsent sur son système d'information. Jusqu'à présent, c'était peut-être le MSSP qui avait en visibilité ces informations, mais elles sont en visibilité des équipes internes clients. C'est plus de flexibilité, parce que le client va pouvoir injecter les flux en provenance de son CERT interne, ou bien des flux privés, en fonction de son secteur d'activité. Et cela en complément de ce qu'on fournit déjà dans la solution avec notre solution de CTI Data Lake ou la veille qu'on fournit avec WorldWatch. Le troisième intérêt pour le client, c'est que grâce au connecteur ThreatQ, il va pouvoir déployer ses flux de renseignements sur son système d'information, ses EDR, ses firewalls, ses proxys, de façon à pouvoir augmenter la surface de détection de ces indicateurs de compromission. Et enfin, quatrième intérêt, grâce au sighting enrichi qui a été développé à travers l'outil de détection SIEM, il va pouvoir bénéficier d'une vision relationnelle complète entre l'indicateur de compromission, son scoring, l'attaquant, le type de malware et surtout les assets impactés. Donc on l'aura compris, le client va bénéficier d'une vue complète, contextualisée des menaces qui pèsent sur son système d'information et ça va lui permettre de pouvoir réagir plus vite, de façon plus ciblée, en totale coordination avec les équipes du CyberSoc. Alors maintenant, on va voir concrètement, à travers la démonstration, comment ces informations elles sont collectées et contextualisées dans l'outil ThreatCaution qui va nous servir à délivrer ce service à nos clients. Et je vais laisser la parole à Yann. Merci Laurent. Bonjour tout le monde, donc Yann, je suis directeur technique chez ThreatCaution. L'idée donc de la démo, on va la jouer en 3 parties. Une première partie où, alors dans le cadre de cette démo, on a mis en place une plateforme ThreatCaution que vous voyez là, et une plateforme SIEM pour représenter la deuxième partie, c'est-à-dire la partie SOC Manager que Laurent présentera,
sur comment travaillent les analystes, comment ça se présente pour eux. Et donc l'idée de la démonstration, ça va être en 3 phases de partir de cette plateforme de Threat Intel, qui est donc en mode co-managé, mise à disposition du client et gérée initialement par les N3 d'OCD. Et comment on va amener les gens dans, je dirais, un mode de maturité, à d'abord utiliser ou regarder ce qui se passe dedans, commencer à avoir des accès, et puis petit à petit les amener à être de plus en plus acteurs finalement de service manager. Donc la première partie sur la plateforme, une deuxième partie sur le Splunk, vous l'avez tous repéré, et une troisième partie où on reviendra sur la plateforme pour voir un petit peu ce que ça veut dire au final dans cet exercice de maturité, de donner un accès sur l'environnement, d'avoir une vision sur les événements de sécurité, une vision aussi sur la partie Threat Intel et comment tout ça se reboucle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, la plateforme Threat Quotient, c'est une plateforme de gestion de Threat Intelligence. Comme tu l'as si bien dit, ça arrive, c'est vide. Et son objectif, c'est de centraliser, de normaliser un ensemble d'informations pour les mettre à disposition de la défense. Pour faire très très simple. Ce qu'on a dans cet environnement-là, j'ai mis évidemment les flux de Threat Intel d'OCD, un certain nombre d'entre eux. Il y en a 2 qui sont représentés ici, mais il y en a d'autres qui sont disponibles évidemment. Le premier qui s'appelle Data Lake, qui est un agrégat qui va fournir de l'IOC, mais pas que, aussi un certain niveau de contexte. Et un deuxième type de flux qui s'appelle WorldWatch, qui est un service de surveillance, on va dire, et qui va, si je ne me trompe pas, en décrivant l'offre Orange, donc offrir un service de monitoring un petit peu de l'ensemble des événements, de la contextualisation, évidemment aussi des IOC, mais des niveaux de contextualisation assez intéressants en termes de Threat Intel. Il n'y a pas que ça sur cette plateforme, j'ai mis aussi quelques autres flux OSINT, faire un petit peu de bruit, un petit peu de volume d'information. Donc comment ça se présente? On va être capable donc de collecter l'info, puisque vous voyez un petit peu à différents endroits. On a la répartition par source, on a les indicateurs à travers le temps, on a les infos WorldWatch qui arrivent ici. Et typiquement, la manière dont le système va fonctionner, c'est qu'il va être capable, à partir de cette information déstructurée, d'extraire de l'information d'un peu plus haut niveau, extraire le type de menace, toutes ces infos qui sont dans les alertes WorldWatch, pour les structurer, pour pouvoir les réutiliser derrière. D'accord ? Donc ici, j'ai une alerte, on a extrait un certain nombre de tactiques, un certain nombre de choses, des tags, pardon, on a extrait des notions d'adversaire, on va extraire de l'indicateur, évidemment, et puis on va aussi extraire des notions de famille de malware présentes dans ce type de choses. Donc ça, c'est vraiment la première étape dont parlait Laurent, la capacité à agréger de l'information. Pour bien se défendre, il faut savoir contre quoi on veut se défendre, évidemment. L'agréger et la restructurer ou la structurer. Quand on a plusieurs sources d'informations, tout n'a pas forcément la même structure, le même type de contexte, les problématiques de taxonomie. Enfin, vous avez tous lu plein de rapports, j'imagine, de menaces, de plein de sources différentes. À chaque fois, on change de dénomination, on change de modèle de données. Là, l'idée, ça va être de normaliser ça pour derrière pouvoir l'opérationnaliser. Donc comment on va faire ça? Dans la partie normalisation, une fois qu'on a extrait cette partie WorldWatch, alerte et le contexte, une fois qu'on a l'information Data Lake, une fois qu'on a normalisé les autres flux OSINT que j'ai dans cet environnement, je vais pouvoir représenter un certain nombre de choses. Par exemple, les types de menaces, d'accord, par rapport à une normalisation que j'ai mise en place. On va pouvoir représenter les types d'outils ou les types d'objets qui servent en termes d'attaque. D'accord ? Donc on va prendre tout ça dans la plateforme et derrière, nous, ce qu'on va fournir dans la plateforme, c'est 3 capacités qui sont assez clés pour cette première étape, qui est vraiment se servir de la Threat Intel dans le mode Managed Service. Une première capacité qui est le fait de gérer le cycle de vie de l'information. Si je vous donne aujourd'hui une IP, je vous dis qu'elle est mauvaise, combien de temps vous devez la garder? Combien de temps vous devez chercher à la détecter? Et qu'est-ce qui va influencer ces paramètres? C'est typiquement ça qu'on va gérer à travers cet algorithme, la capacité justement à mettre des notions de temps sur les informations en fonction des sources externes, mais aussi ce qu'on verra après, sources internes. Vous êtes aussi vos propres producteurs d'intelligence. La deuxième chose, c'est une capacité à prioriser l'information dans ce volume. Alors ici, je n'ai pas tout pris de Data Lake, parce que c'est assez imposant quand même. J'ai pris un sous-ensemble, mais même dans le sous-ensemble que j'ai extrait, tout ne va pas forcément vous intéresser. Je ne connais pas tout le monde dans la salle, mais il y a sûrement des gens de différents secteurs géographiques, de différents secteurs industriels, des gens qui gèrent des risques différents, qui ont des problématiques différentes, et donc tout le monde n'est pas sujet au même type d'attaque, au même type de menace, et donc on n'a pas vocation à opérationnaliser l'ensemble des informations techniques qu'on peut vous donner.
L'idée de cet algorithme de priorisation, c'est ça, c'est de pouvoir refléter tout ce qu'on a fait avant dans la normalisation pour pouvoir dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas moi, du malware, du phishing, c'est tel type d'attaque, tel type de TTP, tel type de menace liée à tel type d'adversaire. Et donc, on va pouvoir, dans la plateforme, prioriser ça. Et dans ce mode co-manager, c'est des choses qui sont d'abord faites par les N3 d'Orange, évidemment en accord avec le client et par rapport à son analyse de risque, pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir extraire de ce volume un sous-ensemble d'informations qu'on va opérationnaliser, qu'on va vraiment mettre en détection ou mettre en prévention. Et la troisième chose, c'est la capacité à disséminer ça, et donc à fournir de la connectique avec, j'ai mis des exemples, alors le SIEM bien évidemment, on est dans un mode SOC manager, donc c'est un des outils importants, mais pas que. J'ai mis des EDR, j'ai mis des proxys, ça pourrait être des firewalls, mais c'est aussi mettre cette information à disposition de toute la chaîne d'incident response. Et donc c'est vraiment ça la première étape, c'est de dire on va prendre cette intelligence, comme tu le disais Laurent, on va la structurer quelque part et commencer à lui donner une valeur opérationnelle. Pour fournir quoi ? Pour fournir la capacité aux équipes Orange à créer de la détection. Merci Yann. Alors effectivement, les équipes d'analystes CyberSOC ont développé des dashboards spécifiques pour pouvoir surveiller au plus près les menaces qui sont remontées par l'outil de détection SIEM Splunk. Donc là, ici, vous avez une illustration, par exemple, d'un premier dashboard qui fait un office d'overview, puisque ce qu'on va voir ici, c'est par exemple, en vision synthétique, les événements qui ont été détectés par le SIEM, les acteurs impliqués et le type de malware concerné. Donc ça, c'est le premier niveau que va avoir l'analyste. Donc il va rentrer dans le détail. On va cliquer ici sur les événements qui ont été identifiés par le SIEM, les menaces. Et là, on a un premier niveau d'enrichissement. C'est-à-dire qu'on va voir le détail des indicateurs de compromission concernés. On va voir la sévérité associée et le scoring. Ce qui veut donc dire qu'à ce stade, et en utilisant les filtres, l'analyste va pouvoir travailler par exemple sur le scoring et travailler sur les sujets les plus impactants. La dernière étape, ça va être de rentrer dans le détail sur qu'est-ce qui est concerné, qu'est-ce qui est impacté par cette adresse, par exemple IP malveillante. Et c'est là où on va bénéficier de cette vue complète, enrichie, où on va retrouver ici notre adversaire. On va retrouver l'adresse IP malveillante. On va voir que c'est lié à une campagne CACBOT. On va avoir la source d'information qui a envoyé ces logs et surtout, le plus important, on va retrouver en dessous ici les assets impactés. Donc on voit que c'est lié, il y a 2 laptops qui sont concernés, on a les adresses IP des machines, on a les identifiants avec les utilisateurs, le moment à partir duquel ça a matché dans l'outil. Et en bas, on a une géolocalisation des machines. Donc jusqu'à présent, les analystes faisaient le hunting, récupéraient ces informations, les consolidaient dans un rapport de threat intel qui était transmis au client. Donc on comprend que tout ça, ça pouvait induire un certain délai entre le moment où les informations sont collectées, contextualisées, transmises au client, le moment où les équipes clients vont analyser ce rapport et qu'il va y avoir une prise de décision et des actions. Donc pour pouvoir réduire ce délai et avoir une boucle courte, bien maintenant ces informations, elles sont poussées directement du SIEM dans l'outil ThreatCaution. Ce qui veut donc dire que ce soit pour nos équipes ou que ce soit pour les équipes internes du client, le client va disposer de ce sighting enrichi, de cette vision contextualisée dans l'outil ThreatCaution, ce qui va lui permettre de pouvoir gérer lui-même les investigations qu'il souhaite. Donc là, on comprend que pour le client, c'est un gain de temps. Et le temps, on le sait, c'est un facteur clé en cybersécurité. Donc maintenant, on va voir concrètement comment ces informations, justement, elles sont contextualisées dans l'outil ThreatCaution, mises à disposition du client pour qu'il puisse réaliser ces investigations de façon autonome. Je vais redonner la parole à Yann. Hop. Alors, comment ça se concrétise, comme tu dis je ne sais pas si c'est lisible dans le détail. Ce qui est important, c'est que dans le type d'intégration qu'on va avoir avec les outils de détection ou outils de réponse, on va implémenter des intégrations bidirectionnelles. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que l'objectif de tout ça, c'est finalement d'avoir un service de détection et de réponse qui soit, entre guillemets, co-managé, mais dans lequel le client a le plus la main et la vision sur ce qui se passe vraiment chez lui. Donc,
Ces événements qui sont remontés dans le Splunk et la manière dont ils étaient travaillés, ou ils sont toujours d'une certaine manière, on va en avoir un miroir qui remonte dans la plateforme de Threat Intelligence. Alors, évidemment, il y a une question de maturité, il y a une question d'évolution d'un CSIRT local chez le client, etc. Et potentiellement, au début, cette information, elle est gérée par les N3 d'Orange, et petit à petit, pour faire venir le client pour regarder ce type de choses. D'accord ? Si je regarde ici, j'ai tout simplement le sighting qu'on voyait avec des informations sur le Splunk, les informations de l'asset, les informations sur le hash. Ce n'est pas tout à fait le même que l'adresse IP, mais on va la retrouver après. Et à partir de là, l'idée qui sous-tend le tout, c'est de donner ces capacités d'investigation dont tu parlais et ces capacités d'investigation croisées, en fait. Alors, pour les besoins de la démo, et comme il reste une dizaine de minutes maximum, j'ai déjà créé cette investigation. Ça se crée relativement facilement. À partir de n'importe quel objet, on peut créer ce qu'on appelle une investigation. Et ça ressemble à ça. Alors, cette vue-là, c'est quoi? C'est une vue de la base de Threat Intel, donc de la base Threat Quotient, mais qui est une vue graphique. On a vu une vue dashboard, et ici, on a une vue relationnelle. Et chaque objet, finalement, qui est représenté sur ce graphe, je ne sais pas comment le dire en français, chaque objet, ici, va représenter un type d'objet dans la base de connaissances. Donc, je vais retrouver, par exemple, ici, mon sighting. D'accord? Donc, un événement qui est généré automatiquement dans le Splunk, depuis le Splunk, pour renvoyer de l'information vers le Threat Quotient. Je vais retrouver d'autres choses, je vais retrouver ici le hash, on va retrouver des notions d'adversaire, on va retrouver des notions de malware, etc. etc. Ce qu'on va pouvoir voir ou faire dans cette plateforme d'investigation, encore une fois, c'est ce côté co-manager et ce côté maturité. Je vais pouvoir directement, en créant, alors peut-être pas une fois que je l'aurai fini, mais le faire depuis le début, partager mon investigation avec d'autres personnes. Si je suis déjà un client avec un CSIRT, j'ai fait cette investigation, j'ai envie de la partager, on regardera ce qu'il y a dedans après, je peux appeler en mode collaboratif et faire intervenir Roland, qui est un N3 de chez OCD, qui travaille très bien d'ailleurs, et lui dire que j'ai fait mon analyse, que j'ai vu plein de trucs qui m'intéressaient, etc. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette investigation? Et c'est ça la vision qui va être intéressante. On est parti de ce sighting, et ce sighting en tant que CSIRT, je vais le regarder par rapport à, d'un côté, l'indicateur qui est matché. Donc à chaque fois que je sélectionne un objet, j'ai sur la droite l'information détaillée sur cet objet. Et ici, je vois que ce hash, finalement, il m'est venu de deux types de sources. Il m'est venu d'un WordWatch, j'imagine c'est visible, mais il m'est aussi venu de deux sources internes. Il m'est venu d'un Splunk, la détection qu'on a vue, et il m'a été remonté par Cortex XOR, qui est utilisé pour, on va dire, l'orchestration de la réponse au sein du SOC OCD. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est relié à différents types de choses. Il est relié à l'événement, sighting qu'on avait vu, mais il est aussi relié à un incident. Et dans cet incident, de la même manière, j'ai une intégration bidirectionnelle, un incident qui est généré par vos analystes. Ça va remonter l'information ici auquel vous aurez accès. Okay. On a quoi? On a du côté interne, disons que sur mon graphe, tout ce qui est en bas, c'est plutôt une vision interne. On verra après le reste. J'ai l'asset qui était mis en question. Ce hash, il m'est venu de ma source externe par quelque chose qui s'appelle WordWatch. Quand je regarde la source, ce qui a été remonté, c'est cet événement WordWatch. C'est ce qu'on regardait tout à l'heure dans le dashboard. Donc j'ai un événement de Threat Intel qui est venu de l'extérieur, qui m'a fourni un hash. Et sur ce hash, j'ai eu un sighting détecté, une réponse. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir en tant que client? Je peux regarder la vision purement Threat Intel de cette information, ce qu'il y avait dans le Splunk. Mais ici, je vais y accéder avec l'ensemble de la Threat Intel disponible. Donc, pas forcément que ce qui a été traité en tant qu'incidentologie, mais je peux le regarder par rapport aux différentes familles de malware qui étaient associées. Okay. Je peux le regarder par rapport à l'adversaire qui était associé à cet événement. Si je vais vers l'extérieur et que je regarde ce que je connais sur CACBOT, je vais trouver d'autres types d'informations, je vais trouver d'autres adversaires qui l'utilisent, je vais trouver des attaques patterns, d'autres événements, d'autres indicateurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette idée de co-manager et de monter en maturité pour non plus regarder juste un incident qui a potentiellement été traité, mais en tant que client, avoir une vision plus globale sur ce qui m'arrive. Et si je reviens à l'événement WordWatch, qui est finalement l'événement de Threat Intel fourni par OCD initial, dans lequel j'ai opérationnalisé de l'indicateur, il y avait 131 indicateurs pour cet événement. Je vais les classer par score, et en les classant par score, je tombe en deuxième niveau de score sur cette adresse IP. C'est celle qu'on regardait dans le dashboard. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je fais un lien entre
2 indicateurs qui venaient d'un même événement de threat intel, et ce nouvel indicateur que je viens de sélectionner, l'adresse IP, il a un score élevé dans le threat quotient parce qu'il a été vu par une source interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déjà commencer à faire des liens entre ce sighting, qui est l'événement que Laurent nous montrait dans le Splunk, cet autre sighting sur un autre indicateur, mais qui finalement ont potentiellement un lien, puisqu'ils viennent, ou les 2 indicateurs viennent d'un même rapport externe, lié à un même adversaire, lié à une même campagne de type malware. Donc c'est vraiment cette capacité déjà à faire le lien par rapport à la vision externe qui peut être intéressante dans le cadre de vos investigations internes, personnelles, dans le cadre d'un CSIRT, etc. Et quand je regarde maintenant le côté interne de cette investigation, de cette threat intel, dans ce deuxième sighting, et c'est ce qu'on voyait, ce que Laurent montrait dans le Splunk tout à l'heure, on pourrait le regarder, mais peu importe, j'ai 2 assets qui sont reliés à ce sighting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette IP, elle a été détectée sur des liens sortants, c'était FortiGate, je crois, ou des choses comme ça, et qui me ramenait à 2 assets différents. Dans les différentes intégrations qu'on peut faire, on a la capacité, alors évidemment en fonction de l'environnement, de la difficulté, etc., mais on a la capacité à récupérer les notions d'identité. Okay. Et donc quand je regarde les identités liées à ces différents assets, j'ai un premier laptop, donc LT c'est pour laptop, lié à un utilisateur Williams, et puis sur ce deuxième laptop, j'ai un utilisateur, c'est Wegner, et je me rends compte que finalement, l'identité de cet utilisateur, elle a été utilisée sur ce laptop, qui a un lien avec un sighting vers une adresse IP, type command and control, mais que cette identité, elle a aussi été utilisée sur le serveur, l'asset, qui est en lien avec un sighting sur un hash, sûrement un dropper. Donc l'intérêt de cette vision-là est de donner cet accès-là, en mode co-manager, pour vous, en tant que client final, c'est de vous permettre de faire ce type d'investigation. Parce que finalement, c'est vous qui avez la meilleure connaissance déjà de cette vision interne. Est-ce que ces clients ou ces utilisateurs, sont des utilisateurs à profil critique, pas profil critique? Est-ce que vous les connaissez? Où est-ce qu'ils sont? Vous avez beaucoup plus de connaissances, mode service manager, que ce service manager. Et donc, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas la compétence de le faire, mais comme le disait Laurent, c'est une question de temps de réaction finalement. La capacité à construire cette vue et à voir que vous n'avez pas 2 problèmes séparés, mais que vous avez potentiellement un seul et même problème, et que vous pouvez le voir soit par la vision interne, soit par la vision externe de la threat intel. C'est ça qui est important dans le service qui a été construit. Et la dernière étape, c'est aussi de vous donner les capacités à intégrer vos propres outils. D'accord ? Alors, j'ai pris quelques exemples de techno, et qu'il y a du Splunk, etc. C'est pas limitatif, évidemment, mais c'est de donner à un CSIRT local des capacités d'interaction avec son environnement ou avec le partenaire manager. Typiquement, sur cette adresse IP, si vous vous posez la question de savoir est-ce que je l'ai vu ailleurs dans mon environnement, vous pouvez intégrer un EDR. Et donc, on vous donne cette capacité-là, plus forcément à avoir besoin de vous reposer sur quelqu'un, mais à vous montrer qu'il y a une problématique potentiellement plus globale et à vous donner des moyens de réagir directement, soit avec des outils que vous maîtrisez, type cet EDR, soit en interagissant avec votre partenaire préféré, CD en l'occurrence, et en s'intégrant dans des outils qui peuvent être des outils comme un outil de ticketing. Voilà, je crée un ticket sur la campagne initiale pour aller interagir avec mon partenaire et lui dire voilà, on a vu que potentiellement on avait quelque chose de plus important, est-ce que tu peux lancer, je sais pas moi, un hunting, ou est-ce que de la détection rétrospective sur l'ensemble des indicateurs liés à cette campagne, ou de manière plus précise, avec des outils spécifiques dans le cadre d'OCD. Et si je vais sur CACBOT, par exemple, le malware, j'ai je sais pas combien, 1700 indicateurs liés à cette chose. Si je considère en tant que CSIRT interne que même si ces 2 événements ont été bien traités, j'ai potentiellement un problème plus grand, que je le vois de mon point de vue interne avec l'utilisateur, les assets, ou du point de vue externe, et d'interagir avec d'autres types d'outils. Typiquement, quelque chose qui s'appelle IOC Manager, un outil qui permet de passer de l'indicateur aux équipes OCD pour qu'eux réalisent eux-mêmes du rétrospective hunting dans des puits de log, etc. etc. Mais ça va être d'interagir directement avec les équipes de cette manière-là. Au final, c'est ça qu'on voulait vous présenter de manière assez rapide. La capacité à utiliser de la threat intelligence pour rendre meilleure votre détection et effectivement rendre plus pertinente et plus contextualisée ce qui est fait après par les équipes OCD dans le Splunk. Et derrière, ce côté co-manager dans fournir un outil commun,
d'accord, à vos équipes et aux équipes co-managées, à travers lesquelles vous allez, avoir accès à l'information plus rapidement, pouvoir prendre des décisions propres pour vous et tout simplement, je dirais, coopérer à travers du partage, à travers l'intégration d'outils avec les équipes de votre prestataire pour être plus réactif. Avez-vous des questions? Alors, si vous pouvez revenir sur le premier onglet, il y a quelque chose que j'ai un peu tiqué. Ça représente quoi dans la priorisation, le chiffre et la longueur des barres? Le chiffre et la longueur de barre. Oui, parce que là, je vois sur le 9, on a 2, qui est plus grand que 1. Sur le 6, c'est 7. Et après, on a des nombres à 5 chiffres. Je suis pas trop sûr de comprendre. Là. En fait, verticalement, l'algorithme de priorisation dans la solution, il va permettre de scorer de 0 à 10 les indicateurs techniques en fonction de la configuration que vous lui avez donnée. Donc voir un 2 ici, effectivement, si on devait mettre à la même échelle le 2 et le 88 000, ça ne marcherait pas. Donc voir un 2 ici, c'est que j'ai 2 indicateurs qui ont un score de 9 et ici j'ai un indicateur qui a un score de 8. Oui, c'est pas à l'échelle, je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Je retourne au point de départ. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous parlez d'une plateforme de threat intel mutualisée, donc pour mieux intégrer vos clients dans votre dispositif de réponse à incident. Est-ce que cela signifie potentiellement que de client à client d'un même secteur d'activité ou concerné par un même profil technologique, vous êtes en mesure de prendre de l'avance sur justement de la réponse à incident si quelque chose est détecté par un client qui serait attaqué et qui partagerait un même profil technique, business, etc. et qui pourrait en faire profiter un autre client qui ne serait pas directement concerné mais qui pourrait subir le même type d'attaque à travers tous les indicateurs que vous remontez? Je vais faire une première réponse qui est juste sur ce qu'on a présenté. Quand on dit co-manager, dans ce qu'on a présenté, c'est entre un client et OCD. Après, de manière plus globale, comment la threat intelligence est partagée au sein des SOC managers OCD, Laurent? Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'outil est alimenté par des sources qu'on fournit et qu'on fournit à tous nos clients. Donc, ça veut dire que tous les clients vont bénéficier de la CTI qu'on produit avec Data Lake, WorldWatch. Par contre, l'intérêt de cette solution-là, comme on disait tout à l'heure, c'est que le client il va pouvoir injecter ces flux de renseignements qui viennent de son CERT interne. Il n'aura pas forcément envie de les partager avec nous. Ce qui veut donc dire que c'est privé. Et ça, on ne pourra pas les utiliser pour en faire bénéficier un autre client. Donc ça va dépendre vraiment du contexte client et de ce qu'il veut faire avec ses sources de renseignements. Dernière question. Alors, ma dernière question est double. Est-ce que vous êtes capable, dans les propriétés que vous avez, si vous pouvez remonter sur l'investigation, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes capable, sur les propriétés des assets, de faire des liens éventuellement vers d'autres parties du système d'information, comme la CMDB, etc., pour récupérer des propriétés? Donc ça, c'est la première partie de la question. Deuxièmement, est-ce que vous seriez capable de rajouter des objets qui peuvent servir de pivot, de type pays, de type autre, qui permettraient encore d'enrichir votre modèle, de voir par exemple des attaques qui sont liées dans un pays pour des grandes compagnies qui sont internationales? Et est-ce que vous serez capable de le faire pour vos clients préférés? Ça fait 3 questions, donc je vais répondre aux 2 premières. La première question, est-ce qu'on peut s'intégrer avec une CMDB? La réponse, c'est dans l'absolu, oui. Ça dépend de la CMDB, ça dépend si elle a des API, ça dépend comment elle est faite, ça dépend si elle est loin de la solution ou pas. Globalement, la plupart des intégrations qu'on a, 99% des intégrations qu'il y a là-dedans sont basées sur de l'API.
Donc à partir du moment où je peux poser une question à un système et qu'il me répond, je peux stocker l'information et la représenter soit sous forme d'attributs, ce qu'on regardait tout à l'heure quand on regardait un événement, mais peu importe, je ne vais pas y revenir, d'attributs, de tags ou autres, soit, pour basculer sur votre deuxième question, sous forme d'objets. Dans le modèle qui est présenté ici, non, je ne peux pas pivoter sur une notion de pays, parce que l'objet pays n'est pas représenté. Néanmoins, le modèle de données qu'on utilise, qui est basé sur du STIX 2.0, peut très bien être modifié, être évolué pour inclure certains objets de STIX 2.1 si on a envie, ou pour inclure des objets qui seraient dans aucun modèle standard classique. Donc, pour réaliser ça, ouais, le travail, hein, c'est de définir un nouvel objet. Typiquement, ici, on a un objet qui s'appelle asset, qui n'est pas dans les modèles de Threat Intel, mais de définir un objet qui s'appellerait pays. Et dans les intégrations qu'on a, que ce soit dans l'intégration avec le Splunk ou avec une CMDB, de récupérer l'information du pays et de la stocker en tant qu'objet. À partir du moment où elle est un objet, on peut pivoter. Et la dernière question, je laisserai à ta voisine le soin d'y répondre. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Sinon, vous pouvez peut-être appeler votre numéro de stand, ou enfin, je pense qu'il se voit bien. Le stand orange. Le stand orange, la tout couleur simplement. et le nom. Voilà. Ben, très bien, merci messieurs pour votre Merci présentation. Demain, donc, c'est la dernière journée du FIC avec la dernière journée de démonstration technique. On se retrouve à 10h au même endroit. Bonne soirée à tous.